was forever, ever, hold on, never mind. Oh, Hello world, j'espère que vous allez tous bien. Plein de choses ont bougé, donc Have a Peak est toujours l'agence qui aide les personnes à s'installer et à investir au Sénégal. Sauf qu'actuellement, je suis en train de travailler sur de nouveaux projets, je vous en parle très bientôt et c'est pour ça aussi que je suis à Abidjan. Voilà, donc je vous en parle très bientôt, restez connectés. N'hésitez pas à nous rejoindre pour tester ce package essentiel de Have a Peak. Ça se passe du 1er au 10 mai, on va vivre une immersion complète, que ce soit en termes de réseautage, en termes de visite de logement, de visite de terrain, de parler business, bref, tout ce qu'il faut, même trouver un emploi au Sénégal pour que vous n'ayez pas de problème de stabilité financière tout simplement si vous avez ce projet de venir vous installer un de ces jours. En attendant, passons au sujet du jour. Clairement aujourd'hui j'ai une invitée star, je pense que tout le monde la connaît. On parle de Stanislas Zézé. J'ai eu cet honneur de l'avoir sur ma chaîne YouTube Have a Peak. Il va nous parler de son retour en Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé pour lui, ses difficultés rencontrées, de la mise en place aussi de sa société Bloomfield Investment. Bonjour Monsieur Stanislas Zézé, comment allez-vous? Très bien vous-même. Bon, merci beaucoup de me faire cet honneur, en tout cas d'être sur la chaîne Have a Peak aujourd'hui. Je voulais qu'on parle un peu de votre retour en Côte d'Ivoire, voilà, parler aussi un peu de votre parcours. Je pense qu'on ne vous présente plus, tout le monde vous connaît, mais voilà, peut-être pour les gens de ma communauté Have a Peak qui ne vous connaissent pas, voilà, je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps. Alors, merci infiniment pour l'honneur, merci pour l'invitation. Je suis Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, qui est la première agence de notation financière d'Afrique francophone, donc installée en Côte d'Ivoire. Nous couvrons 20 pays. Nous couvrons toute l'Afrique, mais nous sommes présents en termes d'opérations dans 20 pays africains, 3 pays européens et un pays asiatique. Et alors, vous avez fait des études dans quel domaine exactement? Alors, j'ai un parcours qui est assez intéressant dans le sens où ça ne menait pas à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, j'ai fait du droit en France, j'ai fait Sciences Po aux États-Unis et l'école d'administration aux États-Unis. Mais sauf que pendant l'école d'administration, j'ai fait une spécialisation en gestion des risques et en économie et développement économique. Sauf que mon intention, c'était surtout d'être fonctionnaire international ou avocat international ou venir en Côte d'Ivoire et travailler, et être dans la politique. Mais finalement, j'ai décidé autrement et là, j'ai travaillé à la Banque mondiale après mes études aux États-Unis. J'ai travaillé à l'Institut international pour l'économie. Je suis rentré, travaillé à la Banque africaine de développement, à Shell Oil Product et j'ai monté Bloomfield il y a 17 ans. Super. Alors justement, Bloomfield, vous nous avez expliqué ce que c'était. Je trouvais ce projet, en tout cas, cette entreprise extraordinaire. Et racontez-nous un peu les difficultés que vous avez eues à la mettre en place, parce qu'on connaît les Africains, comment ils sont. Ils n'aiment pas qu'on se mêle de leurs affaires, certainement pas. Donc comment ça s'est passé au début pour vous, pour mettre tout ça en place? Alors, c'est vrai que c'était un vrai challenge, mais comme je dis toujours, l'Afrique est pleine de challenges, et ces challenges, en réalité, sont des opportunités. Je savais très bien que innover en Afrique, des fois, peut être assez difficile, mais ceci dit, j'étais prêt à relever le défi. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est monter cette agence qui est de l'innovation. Donc, l'idée, c'est d'établir la crédibilité des entreprises, des pays et des opérations financières qui se font en Afrique, mais vu d'un autre prisme, vu de l'intérieur. Parce que le risque, il est évalué dans un contexte. Donc, une situation de risque en France, vous la déplacez ici, elle peut ne pas représenter de risque. Sauf que tout ce qui se passait en Afrique, l'évaluation des risques se faisait de l'Occident, et ils étaient dans une logique universelle, donc ils universalisaient le risque. Donc, quand j'ai commencé, évidemment, les gens se disaient, mais il existe déjà Moody's, Standard & Poor's, pourquoi on devrait avoir une agence africaine? Les gens ne comprenaient pas la logique, mais j'ai fait beaucoup de pédagogie pour que les gens comprennent ce que c'est que la notation financière. Je ne me suis pas braqué, je ne me suis pas contenté de dire les gens ne comprennent pas comme d'habitude. Non, je me suis dit qu'il faut que je souffre, que les gens ne me fassent pas confiance parce que je n'avais pas fait de preuves. Donc, première étape, c'est la pédagogie. On est arrivé à convaincre les gens. Deuxième étape, il fallait qu'on établisse le cadre juridique parce qu'il n'y avait pas de cadre juridique. Donc, il fallait convaincre les autorités de régulation de mettre en place un cadre juridique. Et pour ça, eux, pour les convaincre, il fallait qu'ils voient dans la pratique
que le marché nous faisait confiance. Donc on a commencé à faire des notations, parce que nous sommes une société commerciale de toute façon. Première, deuxième, troisième notation, ils nous ont appelés, on a discuté, on a mis en place cette réglementation. Donc tout ça a pris 2 ans. Donc quand on a créé notre agent de notation financière, ça nous a pris 2 ans pour avoir le premier client et de faire toute cette pédagogie-là et en même temps de mettre en place une réglementation. D'accord, waouh, ça veut dire que vous avez réussi à faire bouger les lignes niveau... On a réussi à faire bouger les lignes. C'était pas facile, mais comme je dis toujours, en réalité, quand vous décidez de monter une entreprise, personne n'a dit que vous étiez capable de le faire. C'est vous-même qui avez dit. Donc vous avez un challenge vis-à-vis de vous, vous avez un défi vis-à-vis de vous. C'est à vous de le relever. Et donc c'est en ça que le doute n'a pas de place, le découragement n'a pas de place, parce que c'est une initiative personnelle. Vous avez décidé de le faire, donc vous allez jusqu'au bout. Et je crois que c'est cet état d'esprit-là qui m'a animé et qui m'a permis de surmonter tous les challenges. Hein, parce que, comme je disais, on n'avait pas de clients. Pendant 2 ans, il fallait gérer l'entreprise, il fallait payer les employés. Donc on a vraiment galéré, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on a atteint la vitesse de croisière à force de persévérance, d'abnégation et de travail. Super. Comment on pourrait faire pour améliorer les choses, développer notre continent, mais sans forcément attendre quoi que ce soit du gouvernement? La première chose à comprendre, c'est que quand on est entrepreneur, faut rien attendre de personne. Et ça, c'est le premier, c'est l'état d'esprit d'un entrepreneur. Parce que vous êtes un entrepreneur, vous êtes un champion ou une championne. C'est vous qui créez de la valeur, c'est vous qui créez de la richesse, c'est vous qui créez de l'emploi. Donc vous attendez quoi de qui? Non. C'est les gens qui doivent attendre des choses de vous. Parce que vous êtes ceux qui ont décidé justement d'être les champions. Il faut comprendre le rôle de l'État dans un pays, c'est extrêmement important. Le rôle de l'État, c'est de créer le cadre. Le rôle de l'État, c'est pas d'aider les gens, c'est de créer le cadre pour que chacun puisse créer sa propre opportunité et sa propre sécurité. Donc si vous avez compris le rôle de l'État, vous n'attendez pas autre chose de l'État que de jouer son rôle de créer l'environnement. Si vous avez des plaintes à formuler vis-à-vis de l'État, c'est par rapport à l'environnement qui n'a pas été créé ou qui n'est pas suffisamment apte à l'entrepreneuriat. Mais n'attendez rien d'autre de l'État, parce que le rôle de l'État, c'est pas de booster votre business, c'est pas de... Non, les États peuvent décider de le faire dans une logique de créer des champions nationaux, dans une logique de booster les locaux, mais à l'origine, c'est pas le rôle de l'État. Donc, c'est pourquoi il faut attendre très peu de l'État. Si l'État décide d'avoir des initiatives, si vous l'encouragez par ce que vous faites, par des discussions secteur privé, secteur public, oui. Mais si les gens attendent l'État pour créer des entreprises, pour créer de la richesse et de la valeur, dans beaucoup de cas en Afrique, ils attendront longtemps. Donc, c'est le secteur privé qui doit impulser justement ce développement et encourager l'État à davantage améliorer l'environnement des affaires. Donc, au lieu d'attendre des choses de l'État, il faut que les gens s'organisent entre eux, dans les secteurs privés, pour créer justement ce momentum-là qui pourrait encourager les États ou les mettre dans une situation où ils n'ont pas trop de choix que d'améliorer l'environnement des affaires. D'accord, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup dans notre communauté, oui, l'État n'a pas fait ci, l'État n'a pas fait ça. Bon, du coup, je suis ravie de vous l'entendre dire, il ne faut pas trop attendre de l'État, quoi que ce soit, quoi. Et quel secteur stratégique vous pensez que l'Afrique a besoin aujourd'hui? Quels sont les secteurs à développer prioritairement, en tout cas? Non, je crois que tout est prioritaire en Afrique. Vu le retard que l'Afrique a accumulé, tout est prioritaire. Ceci dit, aujourd'hui, avec la digitalisation, l'Afrique a l'opportunité de rattraper rapidement son retard. Mais c'est une question d'organisation. L'Afrique a besoin de s'organiser, de se structurer pour pouvoir capitaliser sur la digitalisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que l'Afrique décide de se spécialiser en quelque chose. C'est-à-dire, vous avez des pays qui se spécialisent. L'Inde est spécialisée dans la tech et dans l'informatique, pardon. Développement informatique, ils sont spécialisés dedans. Il y a des pays qui sont spécialisés dans l'armement, la Russie par exemple. Enfin, il faut que l'Afrique se spécialise en quelque chose. Et je crois que vu la position de terre arable en Afrique, l'Afrique devait se spécialiser dans l'agro-business et dans l'agriculture. C'est-à-dire être les champions de l'agriculture, de l'agro-business au monde, sans négliger les autres secteurs d'activité, évidemment, mais il faut que l'Afrique soit reconnue pour quelque chose de particulier.
Et je souhaiterais que ce quelque chose soit l'agrobusiness, l'industrialisation de l'agriculture. Il faut que l'Afrique devienne véritablement le grenier en termes d'agriculture. Non, ça c'est le minimum d'autosuffisance alimentaire, mais nourrir les autres aussi. Oui. Donc c'est-à-dire devenir le grenier par excellence du reste du monde. Mais tout ça, une fois de plus, ça s'organise, ça se structure, ça se pense, ça s'anticipe. On a les moyens, on a les capacités, on a le potentiel. Maintenant, il faut la volonté politique de pouvoir mettre tout ça en chanson et organiser de sorte à ce que que ça démarre quelque part et que ça évolue. Et que conseilleriez-vous à une personne qui veut venir s'installer en Afrique? Quel que soit l'endroit où un afro-descendant souhaiterait aller, je lui dirais que le meilleur choix qu'ils auraient fait dans leur vie, c'est de rentrer chez eux. Chez eux, c'est en Afrique. Si vous regardez le reste du monde, les possibilités pour les Africains sont les meilleures en Afrique, comme pour la possibilité des Occidentaux aussi en Occident. Il ne faudrait pas oublier que nous sommes des êtres humains, on a un certain type de réaction culturelle qui fait que aujourd'hui, quel que soit qui vous êtes, si vous n'êtes pas dans votre milieu naturel, à un moment donné, vous allez atteindre le plafond de verre. On voit ça souvent avec les afro-descendants en Europe, en Amérique. Vous atteignez toujours ce plateau comment on appelle ça, ce plafond de verre, de façon générale. Hein, il y a des individus, évidemment, qui réussissent dans beaucoup d'endroits. Mais à un moment donné, en tant qu'Africain, surtout Africain, vous atteignez ce plafond de verre qui n'existe pas en Afrique. La possibilité pour un Africain de devenir riche est le plus grande en Afrique que nulle part ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, l'Afrique est l'avenir du monde. Tout le monde a conscience de ça. D'ici 30 ans, je crois que l'Afrique sera le continent le plus compétitif. Ce sera le continent le plus jeune, le plus innovateur, le plus compétitif. Et c'est maintenant qu'il faut que les Africains se positionnent de sorte à être des acteurs dans cette nouvelle dynamique géopolitique et économique que d'être des spectateurs. Pour l'instant, nous avons toujours été des spectateurs sur notre propre continent. Aujourd'hui, il faut transformer ce statut de spectateur en statut d'acteurs principaux. Et le travail se fait maintenant et on a besoin de tout le monde, tous ceux qui sont dans la diaspora et qui veulent rentrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge, parce que ce que je rappelle toujours aux gens de la diaspora, là où ils sont en France ou en Allemagne ou aux États-Unis, il y a des challenges. Il y a des challenges dans tous les pays. C'est comment vous tournez ces challenges en opportunités qui va démontrer votre capacité à créer des opportunités, justement. Tout à fait. Et beaucoup sont prêts à relever ces challenges-là à l'étranger, mais peut-être pas les relever ici en Afrique. Ce qui est vraiment dommage, par contre. C'est vrai. Ouais. Et dernière petite question, c'est plus, on va dire, un petit jeu. Les petits mots que j'entends tout le temps revenir quand on parle d'Afrique. Pour que vous me disiez, qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Quand on parle de corruption, vous pensez à quoi? Donc, quand on parle de corruption, je dis toujours que la corruption n'est pas un fait africain, c'est un fait humain. La raison pour laquelle la corruption est beaucoup plus développée en Afrique, c'est parce que nos systèmes de contrôle sont faibles et sont fragiles. La corruption est moins développée en Occident parce qu'ils ont compris qu'il faut mettre en place des systèmes de contrôle qui réduisent au maximum la corruption. Sinon, la corruption, c'est un fait humain. Si vous enlevez les systèmes de contrôle aux États-Unis, ils seront peut-être les plus corrompus. En France, pareil. Donc, c'est le système de contrôle qui est mis en place, qui malheureusement est défaillant en Afrique à cause du modèle politique que nous avons choisi. Il y a des pays africains où il n'y a pas de corruption, où la corruption est vraiment à son minimum. Vous prenez des pays comme le Botswana, vous prenez des pays comme le Rwanda, il y a la corruption partout, mais là-bas, c'est vraiment le minimum. Et donc, c'est des pays, en termes de gouvernance, on peut comparer ces pays à des pays occidentaux qui sont très avancés dans le sujet. C'est une question de volonté politique, la volonté politique de mettre en place des mécanismes de contrôle qui soient efficaces et efficients. Alors justement, le deuxième mot, c'était gouvernement. Écoutez, gouvernement, je crois que pour moi, quand on parle de gouvernement en Afrique, il faut se référer à la gouvernance politique. La volonté politique de mettre en place des gouvernements qui soient véritablement au service des peuples. On n'a pas encore ça totalement dans tous les pays africains. On a ça dans certains pays, comme j'ai cité le Botswana, parce que nous sommes en train d'emprunter un système de gouvernance politique qui n'est pas en adéquation avec notre culture. Nous sommes dans des cultures de chefferie
Et nous voulons adopter des systèmes qui nécessitent de la majorité. C'est-à-dire que la majorité, le peuple et ce qu'on appelle la démocratie des hommes, enfin ce qu'on appelle la démocratie. Donc, ce que je dis toujours aux Africains, c'est soit vous faites la démocratie, vous la faites correctement, ou alors vous faites votre système de chefferie qui correspond plus à votre culture et vous organisez en conséquence, en prenant en considération l'évolution des mentalités, l'évolution de l'environnement, le fait qu'on est dans une mondialisation et toutes les cultures se côtoient, des Africains vont étudier ailleurs, reviennent avec une double culture. Donc prendre tous ces éléments en considération et créer peut-être un modèle qui soit le plus adapté et le plus approprié. Et un dernier mot, chaussettes rouges. Alors, chaussettes rouges, c'est mon identité remarquable. Alors, je veux dire, ce n'est pas un signe de style vestimentaire, c'est surtout une symbolique. Parce que pour moi, la chaussette rouge, ça représente la puissance discrète, ça représente l'humilité, ça représente la force, la détermination, le courage, la passion. Tout ça représente mon code de valeur. Dans les chaussettes rouges, je retrouve mon code de valeur. Et aujourd'hui, c'est ce que je mets en avant. Et je crois que beaucoup de jeunes à travers le monde qui me suivent embrassent ce code de valeur. Donc quand ils portent des chaussettes rouges, ils ont l'impression d'être dans ce code de valeur et justement les résultats sont extraordinaires. Donc ce n'est pas juste une marque de style vestimentaire, mais c'est devenu une symbolique et un symbole qui crée de la force chez les jeunes Africains. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Merci. Peut-être juste le mot de la fin, ce que vous voulez dire à la caméra. Alors, le mot de la fin, c'est d'encourager tous les afro-descendants à rentrer chez eux, parce qu'il y a tellement de choses à faire ici qu'on a besoin de tout le monde. Et aussi te remercier pour cette opportunité, parce que j'estime qu'aujourd'hui, on devrait multiplier ce type d'exercice pour pouvoir se parler entre nous, ceux qui sont sur le continent, ceux qui sont revenus sur le continent, et ceux qui ont l'intention de venir sur le continent, et de dire très sincèrement, il faut sortir des clichés, il faut sortir des idées préconçues, il faut venir s'en rendre compte, il faut éviter de faire les comparaisons et de venir voir, lire l'histoire des gens qui sont rentrés, qui ont réussi des projets, ceux qui sont sur place, qui ont réussi des projets, et qui sincèrement n'ont aucune envie d'aller s'installer en Europe. Et vous comprendrez qu'en réalité, le futur des Africains, c'est l'Afrique. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.